La montagne nous raconte une histoire, notre histoire. Cet été, nous sommes partis à l'aventure près de chez nous, pour explorer la montagne qui nous entoure, avec l'envie de mieux la connaître. Mais aussi de mieux comprendre l'impact de l'homme sur les territoires. Réchauffement climatique, exploitation de la nature, menaces sur la biodiversité. Ce n'est plus une découverte. Nous détruisons un peu plus chaque jour notre écosystème. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. Tout seul, je n'y arriverai pas. Oui, je vais vous présenter un plan biodiversité, mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche, à part quelques-uns. Donc je veux simplement avoir un sursaut d'indignation et de réaction parce que l'humanité a une communauté d'origine avec le vivant et il a une communauté de destin avec le vivant. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Merci. J'avais l'intime conviction qu'il fallait aller sur le terrain, au cœur des espaces que nous aimons tant, pour trouver des réponses. On va déjà voir tout le monde là ou il faut qu'on fasse de ligne? Ok. Nous sommes partis 6 jours de Champs-Rousses pour rejoindre Font-de-France à la découverte du massif de Belden Sud. Un chevreuil. Cette éco-traversée est d'abord une aventure humaine pour croiser les regards entre randonneurs occasionnels, pratiquants assidus, artistes et professionnels de la montagne. En fait, ici, on est dans une zone qui est déjà un peu humide. On le reconnaît à toutes ces petites plantes là qui sont assez caractéristiques des zones humides. Il y en a pas mal qui font partie d'une même famille qui s'appelle les Cyperacées. Alors, il y a une blague de botaniste qui dit que c'est un groupe dans lequel on s'y perd assez. Quand on regarde comme ça de loin, on voit un beau gazon et tout, puis on se dit il n'y a pas trop de fleurs, mais si on regarde de près, en fait, les fleurs, elles sont là juste au bout. Et on reconnaît une fleur à la présence du sexe. Donc des fois, tu as une fleur avec le sexe mâle, des fois une fleur avec le sexe femelle, des fois les deux, dans le même lit. Et les stigmates, c'est super sympa à regarder à la loupe parce que tu en as des plumeux, des gluants, en massue. C'est un critère intéressant pour déterminer la flore. Les plantes qui n'ont pas trop de couleur comme celle-ci, en fait, c'est parce que la couleur, fabriquer un pigment de couleur, c'est assez énergivore. Et du coup, elles ont choisi une autre stratégie. Et c'est des espèces qui se reproduisent avec le vent. Mais là, il n'y a pas besoin d'une tierce personne pour la reproduction dans les pollinisateurs, abeilles, papillons, insectes. Ici, on a une linaigrette. Vous voyez ces grands pompons blancs qu'on voit souvent dans les zones humides. Ouais, dès que tu vois de la linaigrette, tu sais que tu as de l'eau et tu sais que potentiellement tu as d'autres espèces intéressantes en flore. Ouais. Nous voici arrivés au lac Achard. Ce lac fait partie d'un site classé au niveau national du fait de ses milieux naturels exceptionnels. Cette zone protégée s'étend sur 425 hectares. Elle démarre à la tourbière de l'Arcelle jusqu'au sommet du Grand Vent. En 2016, Champs-Rousses annonce qu'elle souhaite agrandir son domaine skiable du côté de la montagne des Vents, un sommet par ailleurs très fréquenté en ski de randonnée. La forte mobilisation des pratiquants de montagne et des associations de protection de l'environnement, plus de 600 personnes manifestant au sommet, oblige la station à abandonner son projet.
Donc voilà, il faut bien voir la succession, hein, neige, glacier, lac, ruisseau, tourbière, tous ces différents habitats, c'est autant de conditions de milieu différentes, c'est autant d'espèces différentes. Je ne veux pas trop l'embêter non plus, mais rapidement, les amphibiens ont une peau très très fine. C'est pour ça que ce sont des indicateurs aussi, des bioindicateurs. C'est les premiers à disparaître d'un milieu qui est pollué, puisque les toxines, les polluants peuvent pénétrer dans l'organisme au travers de la peau. Là, comme tout le monde a pu le remarquer, depuis une centaine de mètres de dénivelé, là, on commence à voir les arbres qui se raréfient. On appelle la zone de combat, c'est vraiment la limite supérieure des arbres, là où les arbres commencent à être un peu plus rabougris, plus petits qu'en dessous, même si c'est la même espèce. Au-dessus de cette zone-là, donc c'est là où commence normalement l'étage alpin. Ce qu'on peut voir aussi, ici, on a deux versants opposés. Et on peut voir une nette différence de végétation, non ? C'est le début des rhododendrons qui commencent à fleurir ici. Et du coup, on voit que versant nord, il y a beaucoup plus de rhododendrons qu'en face, au versant sud, à la même altitude. Et là, ce qu'on peut voir ici, l'impact sur la flore d'un aménagement comme ça, il est non négligeable parce que quand on voit déjà le recouvrement global de la végétation à côté, c'est relativement faible. Et pour que la végétation s'installe comme ça dans des conditions alpines, il faut un certain temps, quoi. Et pour pouvoir accélérer ce processus, quand on fait des terrassements pour faire des stations de ski, comme ça, on va ensemencer ces pistes avec des mélanges. Ça peut être des mélanges d'espèces qui sont cultivées par exemple en Nouvelle-Zélande ou je sais pas où, qui est moins adapté forcément que celle qui est juste à côté. Cette première journée en Beldon est particulière puisqu'elle se trouve en zone Natura 2000, un espace défini au niveau européen qui abrite des milieux et des espèces remarquables. Outre de nombreuses zones humides, on y trouve 2 espèces de pins particulièrement adaptées aux conditions de vie extrêmes en montagne. Par exemple, le pin sambro a une croissance très lente et met environ 30 ans pour atteindre 1,30 m, mais a une espérance de vie de 600 ans. Prenez l'ensemble de la chaîne et de Beldon, c'est une chaîne tout à fait remarquable et exceptionnelle. C'est la chaîne de montagne la plus proche des deux grandes métropoles de Grenoble et de Chambéry, qui domine ces deux grandes métropoles et à l'intérieur de laquelle on trouve des zones justement de ce qu'on appelle nous la wilderness, la nature sauvage dans son état premier. Il y en a, là, voilà, là il y a des lacs au-dessus, et vous perdez de vue la vallée et vous êtes dans la haute montagne sauvage. C'est ce qu'on appelle à montagne wilderness, la wilderness c'est paradoxal. Vous remontez là des pentes, vous êtes sur du terrain où c'est de la wilderness, vous retournez, il y a la ville. Vous revenez et vous êtes dans la wilderness. Voilà.
On va donc évoluer d'abord vers les lacs des Doménons. Donc là apparemment il y a déjà de la neige. Et après il y a le col à passer qui est à peu près à 2006. Puis on redescend sur le lac Blanc. L'idée c'est quand même de bien progresser. Et une fois qu'on sera au lac Blanc, ce sera plus tranquille. Il y a pas mal de personnes qui l'ont passé, le col, il n'y a pas de souci majeur. Du coup, on a quand même choisi cette option parce qu'aujourd'hui, on a une intervention sur les glaciers. Je pense que ça va être une belle journée. Sur la météo, il est prévu normalement que ça se couvre un peu en fin de journée avec des orages. Mais c'est assez tard, donc on ne devrait pas être ennuyé par rapport à ça. On parle souvent de climat et de météo, mais je ne sais pas si vous voyez une différence entre ces deux termes. La météo, c'est à quelques jours ou quelques semaines. Souvent dans les médias, il y a quand même des grosses confusions. En fait, quand on parle de climat, c'est des processus globaux, donc à l'échelle du globe. C'est-à-dire que c'est un changement de température à l'échelle de toute la planète. Et c'est sur des longues durées. Donc on dit qu'il faut au moins attendre 30 ans pour conclure sur le climat, quoi. La météo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus court. Donc par exemple, voilà, aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de nuages, c'est de la météo. Sur la Terre, la température moyenne est d'à peu près 15 degrés. Et sans l'effet de serre, ça serait de moins 19. Le mécanisme d'effet de serre est complètement naturel. Mais l'homme, de par ses émissions de gaz à effet de serre, va amplifier fortement le processus. Alors ça s'appelle des forçages climatiques. Donc c'est-à-dire que c'est des processus qui vont forcer le climat, faire en sorte que le climat va se réchauffer ou se refroidir. Donc si par exemple vous avez un refroidissement sur Terre qui est dû à une diminution de CO2 ou une baisse de l'intensité solaire, donc vous avez une température qui diminue, on sait par expérience que quand la température diminue, la quantité de glace sur Terre va augmenter. Et ça va avoir comme effet d'augmenter le pouvoir réfléchissant de la Terre. Vous allez avoir moins d'énergie absorbée. Par cet effet, vous allez refroidir encore plus votre sol et donc votre atmosphère. Et ça va du coup renforcer cette diminution de température. Et c'est ce qu'on appelle un amplificateur. Donc c'est typiquement le thermostat que vous ne mettriez pas chez vous. Par exemple, il y a 650 millions d'années, on pense que la Terre a été complètement recouverte de glace pendant plusieurs millions d'années. Et une des raisons, c'est cette rétroaction. En fait, la banquise et la glace ont pris de plus en plus de place sur Terre et à un moment, il y avait trop peu d'énergie qui était absorbée et donc la glace a quasiment intégralement recouvert la surface de la Terre. Dans les conférences type COP21 ou COP22, la barrière un peu catastrophique a été fixée à 2 degrés parce qu'on pense qu'au-delà de 2 degrés, il y a des rétroactions qui vont se mettre en jeu, soit qu'on ne comprend pas, soit qu'on pense un peu irrattrapable. Donc c'est pour ça qu'il y a cette limite à 2 degrés, on se demande souvent d'où elle vient. Nous reprenons le chemin pour rejoindre le col de Frédane, en quête de notre histoire climatique plus récente. Le massif de Beldon comprend une multitude de lacs et des rivières alimentées par la fonte des neiges. Si les massifs calcaires voisins de la Chartreuse et du Vercors sont déjà touchés par le manque d'eau, l'altitude et la géologie particulière de Beldon permet qu'ils soient encore abreuvés, ce qui facilite la vie des randonneurs et de ses habitants. Les moraines, ces passages très rocheux que nous franchissons pour accéder au lac, sont les marqueurs de ce temps pas si lointain où les glaciers descendaient plus bas dans les vallons jusqu'à déplacer et sculpter les rochers. Cette année, la neige est présente tard, même à altitude modérée. Non, ça ne remet certainement pas en cause le réchauffement du climat, mais c'est le résultat d'une météo plus capricieuse cet hiver. Aujourd'hui, la neige est plutôt notre amie, puisqu'elle nous évite d'avoir à grimper dans la caillasse et les températures clémentes nous évitent de chausser des crampons. Pendant les périodes glaciaires, la température moyenne sur Terre était de 4 degrés plus faible qu'aujourd'hui. Donc c'est pas énorme, mais ça fait de grosses différences. Donc il y avait 1 km de glace sur Grenoble à la dernière période glaciaire. La glace de glacier, elle se forme par accumulation de neige. L'hiver, il va neiger, et puis si cette neige, au cours de l'été d'après, elle ne fond pas,
Elle va peu à peu se transformer en glace, comme quand vous compactez une boule de neige jusqu'à que ça devienne de la glace. Dans les Alpes, à 4000 mètres, la neige elle met à peu près 60 ans à se transformer en glace. Et en Antarctique, c'est plutôt de l'ordre de la centaine d'années. Si vous voulez recouvrir une partie de la Terre de glace, ça va prendre énormément de temps, le temps de construire toute cette glace. Alors qu'au moment de fondre, c'est beaucoup plus rapide. Normalement, en théorie, on devrait bientôt passer en période glaciaire. C'est 15 000 ans qu'on est en interglaciaire. Mais évidemment, on est en train de changer le climat plus rapidement. Donc du coup, on sort un peu de ce cadre, même si évidemment, il joue toujours un rôle, mais nous, on a un rôle qui est plus important en ce moment. Le glacier de Frédène, s'il n'y avait pas le grand pic et pas les grandes pentes autour, il n'y en aurait déjà plus depuis longtemps. Il y a beaucoup d'accumulation qui provient d'avalanches. Et en plus, il est très enclavé, donc en fait, c'est un peu un glacier relique dans le sens où même son altitude maximum est très, très faible par rapport à d'autres glaciers dans les Alpes. Et il est là uniquement du fait qu'il est très protégé en fait. Cet hiver, en fait, il a été bon pour les glaciers parce qu'il a fourni un gros stock de neige. Mais maintenant, reste à savoir ce qui va se passer cet été. Donc si l'été n'est pas terrible, en fait, on peut espérer que les glaciers soient presque protégés tout l'été ou en grande partie. On a longtemps cru que la période principale pour les glaciers, c'était l'hiver, ce qui paraît un peu normal, quoi. Et en fait, c'est vraiment la saison d'été qui est cruciale. Allez, regardez le glaciolone. Une fois que c'est bien tracé, c'est pas mal. Si on a eu beaucoup de neige cet hiver, il y a des gens qui disaient voilà, en fait le réchauffement climatique, il n'y en a plus. Ou alors il y a quand même des bons tweets de Trump qui dit on se gèle, où est le réchauffement climatique. Donc là, il confond météo et climat, mais c'est une erreur qui est au final assez commune. On voit qu'il y a eu des fluctuations avec des réchauffements, des refroidissements. Et puis à partir du début de l'ère industrielle, fin 19e, la température augmente de manière quasiment exponentielle et c'est quelque chose qui augmente encore plus rapidement. Le fait que l'homme ait un rôle là-dedans, du côté scientifique, c'est indiscutable. Dans les Alpes, le réchauffement climatique se rapproche déjà des 2 degrés Celsius. On a de la chance, il fait beau encore, malgré les prévisions météo. La grenouille, elle est dans l'eau du lac, là, vous chauffez un peu le lac et elle se rend pas compte en fait, la température augmente. Par contre, il y a un moment donné, elle ne supporte plus puis elle va mourir. Nous arrivons à notre hébergement pour la soirée, une cabane de berger. Un espace naturel, il peut tolérer un certain nombre de personnes, puis à un moment, en fait, il peut plus, quoi. C'est aussi ce qu'on a vu sur cette tourbière. Si on est 2 à marcher, ça va. Mais à un moment, si on est 20, si on est 30, on finit par avoir vraiment une empreinte. Les parcs naturels régionaux, ça peut être à double tranchant. D'un côté, il y a une volonté de préserver, mais pour d'autres, il y a une volonté de promotion touristique notamment.
Il y a un équilibre pas facile à trouver. Des fois, ça peut avoir un effet pervers et la question a été posée, mais pourquoi on a envie de faire un PNR? Enfin, c'est quoi l'intérêt? L'action collective seule, si les individus ne suivent pas derrière, ça ne sert pas à grand-chose et inversement. Les déchets qui sont descendus aujourd'hui, on a tout mis dans un grand sac, puis hop, ça va partir sans trier. On n'a pas fait notre tri. On aurait pu faire 2 sacs. Et voilà les renforts qui arrivent avec tout ce qu'il faut pour survivre pour la soirée et pour la nuit. Vivre une soirée bivouac en pleine montagne, c'est toujours un moment particulier pour nous qui sommes plus habitués à vivre entre 4 murs qu'au grand air. En Belledonne, comme dans les autres massifs autour de Grenoble, les cabanes sont désormais fréquentées par des randonneurs toute l'année lorsqu'elles ne sont pas occupées par des bergers. Passer une soirée en bivouac, dans les grands espaces, nous rapproche de la nature et de ses éléments, nous qui n'y sommes souvent pas habitués depuis que nous sommes principalement sédentaires. Pourtant, cette vue n'est-elle pas incroyable ? 3, 4, tout le monde, Belledonne! Merci porteur, merci porteur, merci. Est-il nécessaire d'aller très loin pour trouver du bonheur? Est-ce qu'on connaît son voisin? Le bivouac nous oblige à retourner à l'essentiel. Il ne faut porter en montagne seulement que ce qui nous semble indispensable et laisser le superflu là-bas, dans la vallée. C'est le 4e jour de notre éco-traversée. Après un réveil matinal à 5h du mat', on resterait bien là à contempler la vallée se réveiller, mais une longue étape nous attend. Nous allons relier la montagne d'Orionde au refuge des 7 Lots en empruntant le col de la Vache, encore enneigé à cette période. Bien souvent par ignorance que les gens causent un dérangement. Donc quand on peut l'expliquer, que les gens peuvent en prendre conscience, c'est tout gagnant pour tout le monde, parce que je pense que vous avez tous aussi plaisir à avoir des observations de faune quand vous vous baladez. Les oiseaux font partie des espèces particulièrement touchées par l'effondrement de la biodiversité. Il fait tiens, voilà Cyprien qui vient. Dans les campagnes, 1/3 des oiseaux auraient ainsi disparu en 15 ans. Dans toute l'Europe, leur disparition est évaluée à 420 millions d'individus, alors qu'ils étaient 2 milliards d'oiseaux dans les années 80. Les causes sont multiples, des pesticides à la destruction des habitats, au réchauffement climatique. Les 4 galliformes de montagne, donc le tétralyre, la gélinote, la perle des Bartavelles et le lagopède alpin. C'est des espèces qui sont encore chassées. Le dérangement, il est déjà par tout ce qui est randonnée. Pour le tétra, comme à Combe-Madame avec le passage des skieurs sur des zones d'hivernage. Donc en fait le tétra s'abrite dans la journée dans un petit igloo, de façon à rester protégé du froid. Et le passage donc, des skis le dérange, donc il finit en général à l'air libre et donc au froid. C'est aussi de la perte d'énergie pour pas grand-chose. Depuis le pont de la Bêta, nous entamons notre longue ascension de la journée pour le premier col du Pas de la Coche. Nous remontons un vallon sauvage au milieu d'une ligne électrique. Malgré tout, la nature semble bien s'imposer face à ces quelques pylônes.
Les activités pastorales sont toujours existantes sur une grande partie du territoire de Beldon. Les touristes côtoient ainsi les troupeaux d'ovins et de bovins. Passé le col et la ligne électrique, notre terrain de randonnée a désormais des allures de parc national sans les pancartes. Tant la nature est omniprésente et les activités humaines et les aménagements semblent absents. En Beldon, un projet de parc naturel régional fait débat et a été stoppé par la région. Faut-il effectivement un parc pour préserver ce patrimoine naturel et humain ? Pour Front de France, donc il y avait Léminier jusqu'à Alvar, s'il vous plaît, pour vendredi. Et donc on est 11. Ça marchera pas? Et il n'y a pas possibilité d'avoir un plus gros bus? D'accord. Eh bien, on va voir comment on fait alors. On peut réserver au moins pour 5 personnes? Le plateau de Settlo est parsemé de nombreux lacs. Les plus importants sont dotés de barrages et exploités pour la production d'hydroélectricité. Refuge des Settlo, bonsoir. C'est super. Je te laisse parce que tu es en train de passer à la télé, là, je suis en interview. C'est un métier qu'il faut prendre tel qu'il est, sans chercher forcément à esquiver toutes les embûches. Mais c'est un super métier. Voilà. Il y a beaucoup de dialogue entre moi, vous, etc. On échange sur beaucoup de sujets. Et je remarque que de plus en plus de gens me proposent de redescendre eux-mêmes leurs déchets, par exemple. Donc concrètement, les déchets s'évacuent tout seuls. Et ça, c'est une prise de conscience, je pense, sur la gestion des déchets en montagne. Donc au-delà, le fait de redescendre sa canette, c'est de ne pas jeter des lingettes, des papiers sur les sentiers. Donc je pense que oui, il y a une prise en compte, il y a quelque chose qui est en train de changer. Maintenant, il reste encore à éduquer et à maintenir ce respect qu'on doit avoir quand on se promène en montagne. Donc passage nuageux, retour de quelques averses et amélioration lente à partir du début d'après-midi. Voilà, donc prudence, attention derrière vous aux orages qui peuvent arriver, d'accord? Et puis ne traînez pas s'il n'y a pas besoin de traîner. Voilà. Bon appétit. Merci. Des courgettes d'examen. L'étape du jour est prévue hors sentier pour rejoindre le vallon de Combe-Madame par le col de Mouchillon. Petit à petit, on est en train de laisser derrière nous la myrtille, les érelles
tout ce qu'on appelle les lignes bas. On retrouve quelques graminées, donc vous avez du nard, un petit peu de fétu covine, donc des toutes petites graminées. On rentre vraiment dans sa zone. Là en ce moment il a changé de plumage, donc il est vraiment de la couleur du granit. Il a vraiment un plumage moucheté, gris, avec des taches noires. C'est vraiment, enfin, s'il bouge pas, on peut passer à côté de lui sans problème et on le verra pas. Lui il mise vraiment là-dessus pour sa survie. Dans le contexte du changement climatique, petit à petit cette espèce elle est en train de remonter, parce que les lignes bas qu'on a vues aussi, ils sont au fil des années en train de remonter, ça c'est ce qu'on observe. Hein. Et le problème c'est qu'il va remonter mais jusqu'à un certain niveau. Quoi. Puis après, dès qu'on arrivera au cime, le lagopède il va très certainement disparaître. Et oui, le gardien du refuge avait raison. Le ciel se déchaîne. Avec la forte pluie, la descente dans les éboulis s'avère périlleuse et bien glissante. Nous traversons les zones refuges des lagopèdes et des tétralyres, mais bien sûr, nous ne les verrons pas. Alors tu redescends légèrement et après tu vas voir il y a une pseudo-sente. Enfin, les belles mains des agneaux nous accueillent dans le vallon de Combe-Madame et nous nous réfugions bien vite à l'abri et au chaud dans le refuge. Salut, bonjour. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Et ben c'est 6. Dodo. T'as regardé Non, les deux. Il y en a presque. En fait, on change vraiment de vallon chaque jour. Il y a vraiment un regard nouveau sur chaque paysage. Ça change vraiment depuis Champs-Roses jusqu'ici. Et ce que j'aime, en fait, c'est pas la journée en elle-même, c'est la continuité des journées entre elles, c'est-à-dire de changer de vallon, de trouver un nouveau paysage et de tomber, en fait, d'aller vers l'inconnu, c'est l'aventure. Genre aujourd'hui, on a descendu un énorme pierrier sous la pluie, là il y a l'orage. Et tout ça en échangeant, en apportant plus qu'une simple randonnée en fait. Chamonix, on dirait Chamonix. La particularité d'ici, Combe-Madame, c'est que c'est un gîte d'alpage, c'est un refuge, parce qu'en fait, à la base, ce refuge il a été créé dans l'optique de créer deux emplois, un emploi de berger et un emploi de gardien de refuge. Du coup, nous, ça fait 5 ans qu'on est ici à Combe-Madame. Et donc on travaille avec, donc Emma c'est la gardienne, et donc nous on est bergers tous les deux. Nous notre rôle c'est de garder les 718 brebis. On a en gros 8 à 900 hectares d'alpage, parce qu'on va jusqu'au col de la Croix quasiment. Et donc notre rôle c'est de gérer tout ça au mieux, en fonction de l'herbe, de la pousse de l'herbe, de la météo, des enjeux environnementaux qu'il peut y avoir sur le site. La journée, on va les surveiller, regarder, faire en sorte qu'elles n'aillent pas dans des endroits dangereux, ou qu'elles n'aillent pas sur un autre secteur qu'on ne voudrait pas, ou chez les voisins. On a quand même des voisins, ils sont loin, mais ils vont un peu de partout. Et puis le soir, on les ramène au chalet, on les rentre dans un parc de nuit pour les protéger des loups. Et du coup, il y a une meute installée dans le secteur là, sur Font-de-France. Bien installé à coup sûr depuis l'année passée. Donc si on laisse une brebis dehors, quasiment à chaque fois, même si elle est devant le chalet, il passe quoi. Par contre si on a des soucis dans le parc de nuit, si les loups ils rentrent une fois, là on risque d'avoir un gros carton. Mais... Il faut qu'ils trouvent la technique. Donc voilà.
Pour l'instant, ça n'arrive pas, donc on tient comme ça. J'ai fait bergère un peu par hasard. Je connaissais pas du tout ce métier et on n'est pas issu du domaine de l'agriculture. Et comme on habitait en montagne et voilà, on avait plein de relations en montagne et je suis tombée sur une bonne occasion d'essayer ce métier-là et j'ai fait une première année d'être bergère et puis c'est là que je suis tombée dans le métier, quoi. Et puis on s'est lancé à deux ici à Combe-Madame. Je pense que les gens ils reviennent de plus en plus à la consommation de produits locaux, de viande de qualité et nous en alpage on rentre totalement dans ça, quoi. Et donc je pense qu'ils recherchent ce type de production. Voilà, donc, quand ils viennent là, ils nous demandent c'est des brebis laitières. Non, c'est des brebis à viande, c'est pour produire de la viande. Et je pense qu'ils sont contents de découvrir ça, qu'on peut produire aussi ici dans nos montagnes à 2 pas de chez eux. Je pense que s'il y a des modes d'élevage à encourager ou à maintenir, c'est plutôt ce genre de... Après voilà, il y a l'opposition de plus en plus à l'élevage, à la viande, au fait des animaux, mais... Ça c'est la bonne manière de faire. Voilà, je pense que oui, c'est pas mal, quoi. Je m'enfonce vite dans un sommeil profond. Mes rêves sont tentés par ces oiseaux menacés. Et bien voilà, c'est déjà le dernier jour. Nous n'avons pas le choix. C'est donc sous la pluie que nous rejoignons la vallée par Font-de-France. Où il y a un certain nombre de chalets dans le coin qui appartiennent à la commune. Et il y a notamment une association qui s'appelle Tous à Poil, parce qu'ils aiment bien installer des poêles dans les cabanes. Donc la séquestration du carbone, l'eau, c'est des choses qui ont toujours été, on va dire, importantes, mais on en prend de plus en plus conscience maintenant, à l'heure où on parle de dérèglements majeurs au niveau planétaire. Voilà, le rôle assigné à la forêt, à mon avis, ça devrait être en premier lieu celui-là. Voilà, c'est pas dans l'esprit de tout le monde la même chose, parce que selon avec qui vous discuterez de la forêt, pour lui, la forêt, ça va être du bois, c'est de la ressource. Ce bois-là, il fait 28-30 mètres de haut, il fait 1,5 mètre cube, 2 mètres. Et voilà, ça représente une richesse financière. Mais voilà, c'est pas que ça. Et c'est surtout et avant tout, 1 mètre cube de bois, c'est presque 500 kg de carbone qui est séquestré dedans. Si tout se passe bien, une forêt doit, même si on prélève dedans, si on prend du bois et on coupe des arbres dedans, elle doit se perpétuer, elle doit se régénérer naturellement. Les arbres adultes qui commencent à bien fructifier doivent pouvoir fournir suffisamment de graines pour que dessous viennent des semis, et ces semis, c'est la future futée qu'on exploitera dans 150 ans, quoi. Une forêt, c'est un ensemble d'individus constitués principalement d'arbres, et c'est des individus qui a priori sont immortels.
S'il n'y a pas d'accident météorologique, de changement climatique majeur, d'accident type tempête ou de bûcheron qui passe, ou une maladie liée à des insectes ou des champignons, un arbre il peut vivre indéfiniment. Les arbres les plus vieux connus au monde, c'est plus de 10 000 ans. Les épicéas, les espèces qu'on a autour de nous, là, les plus vieux connus, c'est 9 000 ans. Sauf qu'ils n'ont pas forcément le même aspect que ceux-là. Un arbre, on se représente toujours un arbre avec un tronc. Alors que ça peut être aussi un ensemble de rejetons qui peuvent venir soit des racines, des drageons, soit des branches qui ont marcoté. Et donc on aura l'impression d'avoir une forêt alors que c'est le même arbre, mais qui a un autre aspect. Parce qu'on lui aura laissé le temps d'aller au bout d'un cycle et de prendre une apparence différente. Alors que génétiquement, c'est exactement le même sujet. Et donc ça peut, en Suède, il y a des épicéas qui ont 9000 ans. Donc 9000 ans, c'est la fin de l'ère glaciaire. Enfin, la fin du Würm, c'est 12 000 ans, quoi. Typiquement, une forêt que moi je pourrais proposer en îlot de sénescence. Parce que déjà, là, il y a de la naturalité. Sauf que là, c'est du privé, c'est de la forêt privée. Je sais qu'il y aura des coupes d'ici peu. Voilà, donc la belle forêt, regardez là, ça ne va pas durer. Alors pour les forêts d'ici et de beaucoup d'endroits dans Beldon, beaucoup de forêts des Balkans, c'est des forêts très récentes, comme ici, c'est une forêt jeune, qui est souvent issue de l'abandon du pâturage. Et à 90% c'est ça. Quand on est dans des pessières pures, des forêts d'épicéas pures, à cette altitude-là, c'est 99 fois sur 100, c'est des anciens pâturages qui ont été recolonisés par l'épicéa, qui lui a un tempérament très pionnier à ces altitudes. C'est une espèce qui profite des espaces dégagés, qui se développe très facilement sans concurrence, puisqu'il n'y a que de l'herbe. Voilà, donc dans un premier temps, on a ça, mais c'est pas dit que cette forêt-là, c'est même certain, que c'est pas la forêt stable. C'est pas je ne sais pas si vous connaissez le terme de climatique, hein, le climax d'une forêt, c'est-à-dire l'optimum écologique que peut atteindre une forêt. On n'y est pas ici. On est dans une forêt de transition. Parce que l'histoire, c'était autre chose avant. C'était très agricole et industriel. Aucune casse, on n'a pas eu de perte, donc c'est super. Ouais. Il pleut, ouais, mais non, mais on trouvait bien de finir avec. C'est vrai que moi j'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, il va faire soleil, on va marcher 2 heures, on va arriver. En fait, c'était rigolo quoi. On n'a déjà pas trop le temps de dormir. C'était bien que les intervenants vivent avec nous la randonnée. On n'a pas l'habitude de participer à des voyages organisés un peu clés en main. On s'est juste aperçu qu'il y avait 2-3 trucs à organiser quand même. Voici donc parvenu au terme de l'éco-traversée de Beldon Sud. J'ai découvert un massif si riche et si fragile à la fois. Les témoignages de ces femmes et de ces hommes rencontrés sur le terrain m'ont éclairé sur les enjeux de nos montagnes et de notre planète. Que va devenir ce massif exceptionnel ? Que va-t-on devenir ? Et si c'était à nous de choisir notre avenir ? En montagne, pratiquer, c'est déranger. Oui,
Oui, non. Ça pique fort. Ah, ça pique beaucoup. C'est vrai que moi aussi. Je pense que là, avec notre gros groupe, on a pu déranger peut-être pas mal même de personnes qui venaient. C'est resté raisonnable. Est-ce que vous êtes une espèce protégée? Du coup, je pense que mon impact carbone sur la planète est raisonnable. Sans chauffage en hiver, enfin en ville c'est plus facile que... je prends pour les douches 3-6 mois par an, on prend pas l'avion, enfin moi pas l'avion. La voiture, ouais, après bon il y a le vélo électrique, il y a les batteries, il y a la viande parce que j'arrive pas encore à ne plus manger de viande, c'est pas encore parfait mais c'est un objectif quoi. Nos parents étaient quand même moins sensibles à toutes ces questions que nous. Alors, on n'est pas parfait, mais nos enfants seront peut-être encore mieux et peut-être un espoir.